Madame, Messieurs, bonsoir, Miss Sportif. Bienvenue à ce nouveau numéro d'Horizon Sport sur Equinox Télévision. C'est le rendez-vous de tous les sports vendredi soir sur la télévision du peuple. Ce soir, nous allons parler de cette actualité majeure de volleyball. 9 pays vont à la conquête du titre de champion d'Afrique de volleyball chez les dames. Le Cameroun qui ouvre le bal ce samedi au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé-Ouarda contre le Botswana. Le Kenya également qui annonce les couleurs. Les petits pays, entre guillemets, de cette discipline sportive veulent également brûler la politesse aux géants au cadre du volleyball chez les dames. En football, championnat d'élite tout, le dernier round de la saison sportive qui a été remporté par Foufou Club de Bam qui signe son comeback en Elite One, la première division, 2 ans seulement après un retour dans l'enfer de l'antichambre de cette Elite One. Nous allons recevoir ce soir l'un des meilleurs buteurs de la saison sportive en Elite One, Francis Elimbi. Francis Elimbi, véritable artificier qui a permis à l'Oiseau de la Ménoire d'assurer son maintien cette saison sportive en Elite One. Les Lions notables du Cameroun, est-ce véritablement le match de l'avenir de Hugo Bross ce samedi contre les Fennecs d'Algérie? On reviendra sur cette actualité dans la tanière des Lions notables du Cameroun. Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Equinox Télévision. Bienvenue à ce nouveau numéro d'Horizon Sport sur ta télévision Equinox. Allez, Francis Elimbi est sur ce plateau, co-meilleur buteur de la saison sportive, auteur de 19 réalisations, l'attaquant de l'Aigle Royal de la Ménoire. Francis Elimbi, bonsoir. Bonsoir Hervé, bonsoir. Ça va? Ça va très bien. C'est la saison sportive? Très bien, très bien, très bien. Tous attendaient ce dernier but qui aurait fait de Francis Elimbi le meilleur buteur de la saison sportive. Très déçu de l'issue de la partie? Ouais, très déçu, parce que je n'ai pas obtenu en intégralité ce que j'avais souhaité. Mais bon, le plus dur a été fait. C'est d'avoir battu au moins le record de notre confrère Boubacar Vincent. Donc, je suis très content. Merci Francis Elimbi, qui est co-meilleur buteur de la saison sportive. On rappelle que Daouda Kamilou de Coton Sport de Garoua a également inscrit 19 buts cette saison sportive. Pour certains des médias qui annonçaient un 21 but de l'attaquant de Coton Sport de Garoua, il n'en est rien. Les 2 buts de Coton Sport de Garoua le week-end dernier ont été inscrits par Moïse Sangoula Sakava et Fernando. On reviendra sur ces images de ce duel entre Lyon Sport Academy et Coton Sport de Garoua. Il nous vient également de la région de l'Ouest ce soir, Kazmi Mangué, entraîneur de Fetché FC Diko de Banjoun, qui a terminé dans le quintet cette saison sportive. Kazmi Mangué, bonsoir monsieur. Merci, bonsoir. Bonsoir à vos millions de téléspectateurs, certainement, qui vont encore partager une soirée très agréable à notre compagnie. Félicitations pour votre nomination dans le pôle Anafoot de la région du Soleil Levant. Mais je voudrais dédier cette nomination à tous mes collègues entraîneurs de football, à tous les éducateurs et à tous les sportifs, en particulier aux jeunes footballeurs qui ont toujours cru en moi. Et je pense que c'est cet attachement qui certainement a concouru à ma nomination. Entre Bombardier et Fetché FC Diko de Banjoun, Kazmi s'est retrouvé dans l'ensemble de Joseph Fetché comme un homme capable de mener bien le navire. Ben écoutez, je crois que c'est quelque chose qui me colle à la peau. J'aime bien faire dans la détection, l'initiation, la préformation, la formation. Donc, je suis très à l'aise avec les jeunes. Quand je vais à Bombardier, l'équipe réserve de Fetché, je trouve des jeunes qui trouvent du plaisir avec moi et tout de suite on rebondit. Ça fait toujours plaisir de travailler avec les gamins. Je crois que c'est peut-être l'une des raisons qui a poussé le directeur général de l'Académie nationale de football de solliciter mon expertise. Je voudrais en profiter ici pour féliciter aussi les collaborateurs Vassilus Essémé, Tonier, Nicolas et les autres qui ont bénéficié aussi de cette attention particulière de l'Académie nationale de football. Je pense qu'on aura le temps d'en parler, mais je pense que nous sommes désormais impliqués dans ce qui a été oublié, à savoir la base. On a oublié que la base, c'est ces jeunes. Ce public vous attend et ce public va vous juger une fois sur le terrain. Ça m'étonnerait que je sois jugé à ce moment parce que je pense avoir était dans les meilleurs centres de formation des jeunes au Cameroun. Oui. Les brasseries du Cameroun, l'Acadie Sport Academy, mon Cameroun, Camara Sport Academy. De toute façon, j'ai cette racine. Vous avez roulé votre boss. Voilà, vous avez roulé votre boss en formation. D'ailleurs, il est arrivé que quelques collègues, quand ils me rencontrent en match,
a priori, ils disent, bon, on sait que lui va nous faire produire un football des enfants, mais à la fin, c'est souvent notre football. Merci Kazmi Manguet. Nos experts consultants du vendredi soir sont également sur ce plateau. Vassilus Esseme Olivier, bonsoir Vassilus. Bonsoir Révé. Je salue avec beaucoup d'aisance notre meilleur buteur du championnat. Il a réalisé un grand coup cette saison. C'est la preuve quand même que les entraîneurs travaillent. 19 buts, c'est pas donné. Oui. Il y a très longtemps, on n'avait pas atteint ce quota-là. Ben, je voudrais également saluer Kazimi pour sa brillante performance cette saison. Parfois, nous sommes très mal compris et d'autres n'hésitent pas parfois de nous appeler les entraîneurs de télé et de radio. Ô combien ils ne savent pas déjà l'expertise qu'on apporte autant sur le terrain parce qu'on n'a pas toujours eu l'occasion de parler nous-mêmes de nos CV. Mais je crois qu'il est un exemple, tout comme Monté, tout comme Clément, qui a aussi passé cette saison par Fletcher et bien d'autres clubs par le passé. Je voudrais également dire bonsoir à tous nos fidèles téléspectateurs. Merci Vassilius. Monsieur Kalamoutich est également présent ce soir. Kalamoutich. Et à la fin, il n'y a que la sueur qui coule. Bonsoir Monsieur Zeko. Je vous en prie, bonsoir. Bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs. Je suis content d'être assis à côté de Kazimi Manguet, avec qui j'ai partagé beaucoup de choses à la fois dans le passé et dans le présent. Nous avons été à la Cadisport Academy. Nous avons été aux brasseries et nous avons un bref instant été à Fethieu et il a pris le témoin de ce Fethieu pendant que nous partions. Je suis content de ce qu'il a pu faire. Et maintenant, je peux, en prenant du recul, dire que cette équipe aurait pu mieux faire parce qu'elle était éligible à beaucoup de choses. Vous ne pouvez pas voir une équipe qui marque 42 buts et qui en encaisse 45. Il y a un souci. Et qui est quatrième d'un championnat, alors que l'encadrement qui est donné là-bas par la direction générale pour encadrer et les sportifs et les joueurs, c'est un encadrement de charme au jour d'aujourd'hui au Cameroun, parce que pour dire la vérité, Fethieu est une des rares maisons au Cameroun aujourd'hui où il fait bon vivre, quand on est footballeur ou bien quand on est entraîneur. Mais malheureusement, il y a un grain de sable qui entre dans la machine et c'est ce grain de sable qui fait ce déséquilibre que nous voulons relever par rapport à cette équipe. 42 buts marqués, 45 buts encaissés, parce que le système... Être au top 5. Oui, être parmi les 6, c'est un miracle. Donc il faut féliciter Kazimi sur la fin, mais ne pas oublier tous ceux qui sont passés un peu avant, parce que tout le monde a essayé autant qu'il peut de tenir la baraque et puis Kazimi est venu terminer. Et pour vous rendre la parole, je voudrais véritablement saluer une voleuse, Michel Karine. Allez, merci monsieur. Nous parlerons bien sûr de volleyball ce soir, mais commençons d'abord par la clôture de la saison sportive à la Fédération camerounaise de powerlifting, la FECAPOLIF, qui était sur le terrain de la clôture de la saison sportive samedi dernier au lycée de Tinga à Yaoundé. Chez les dames, c'est Audrey Abouemech qui a occupé la première marche du podium. Chez les messieurs, Tchap Fongan, environ 24 athlètes étaient présents. On compétit en 3 disciplines, le powerlifting, bras de fer et bench press. Le Cameroun qui va participer au prochain championnat d'Afrique de powerlifting en Algérie. Le Cameroun y sera avec une dizaine d'athlètes. Le départ du Cameroun est annoncé pour le 16 octobre prochain. On compte bien sûr sur cette grande dame du powerlifting qui est Audrey Abouemech, l'une des championnes du continent africain, qui est également porte-étendard de cette fédération camerounaise de powerlifting dans les grands rendez-vous sur le plan continental et même sur le plan mondial. À l'issue de cette belle journée de powerlifting, nos reporters ont entendu leur micro à Yao Calvin, qui est le patron de cette fédération camerounaise de powerlifting. Il revient d'abord sur le bilan de la saison sportive. Nous l'écoutons. Comme l'a exigé le ministère, nous avons fait notre finale. Cela s'est déroulé samedi dernier, le 30. Et je crois que nous avons rempli, n'est-ce pas, ce qu'on nous avait demandé, à savoir faire le championnat et réaliser la coupe. L'année n'est pas complètement finie pour nous. Il nous reste généralement la Coupe d'Afrique, ça se passe généralement au mois d'octobre ou de novembre, n'est-ce pas, en ce qui concerne le powerlifting. Nous sommes justement, malgré la fin de saison, nous sommes en train de nous préparer, n'est-ce pas, pour participer à ce championnat d'Afrique qui va se passer du 20 au 22 octobre. Ça va se passer en Algérie.
Donc nous sommes là en route pour l'Algérie, ce qui veut dire que ce n'est pas complètement fini pour la saison. Donc nous entrerons en stage bloqué dès le 10 pour quelque chose comme 10 jours environ, et nous partirons en Algérie, n'est-ce pas, pour ce championnat d'Afrique. Le président de la FECAPOLIF, Yao Calvin, qui revient cette fois-ci sur les chances du Cameroun à ce prochain championnat d'Afrique de powerlifting du côté de l'Algérie. Allez, quittons le terrain de la Fédération camerounaise de powerlifting pour parler cette fois-ci de natation. Brouille la semaine dernière à la piscine semi-olympique de chez Douala-Bassa à l'occasion d'une clôture de la saison sportive organisée par certains membres de la Fédération camerounaise de natation et de sauvetage. On rappelle que cette fédération a été frappée durement par un malheur cette semaine à la suite du décès du président de cette fédération, Mahmouda Alish, qui est décédé cette semaine. Toutes nos condoléances à la Fédération camerounaise de natation et de sauvetage. Il y a eu une véritable brouille, incompréhension entre les acteurs de cette fédération samedi dernier, avant l'épreuve de ces finales qui marque la clôture de la saison sportive à la Fédération camerounaise de natation et de sauvetage. Chez les messieurs, c'est Ndjoumé Charlie qui était le premier, 15 points pour Charlie. Fokam Stéphane, deuxième, 13 points. Troisième, Nyobe Christian, 6 points. Championne chez les dames, Kinfak Lisa, 6 points. À la deuxième place, Yessi Kevin, 6 points également. Pangop Cloran a occupé la troisième position chez les benjamins et minimes. Puo Mekinda a occupé la première position. Dumbisi est deuxième, 8 points. Et à la troisième place, Tchenche Genkam, 4 points chez les cadets. Nyama Lionel, 5 points, a occupé la première position. À la deuxième place, Nana Mekinda, un seul point. Ce sont les différents résultats enregistrés à l'issue de cette finale, une journée de finale très tendue à la piscine semi-olympique de Douala-Bassa. Je vous propose à l'instant d'écouter quelques sons discordants entre les différents membres de cette fédération, certains qui ont empêché la tenue de cette compétition à la piscine semi-olympique de Douala-Bassa samedi dernier. Regardons plutôt. Tout l'argent que vous voyez, c'est l'argent du littoral. C'est la sueur du fond du littoral. Vous ne pouvez pas arrêter de travailler après, au moment de rencontrer les gars qui viennent faire du massacre. Monsieur le maire, monsieur le ministre, avec tout le respect, j'en vous, je vous dis qu'il n'y a pas de compétition. Je suis désolé, il n'y a pas de compétition. Vous allez faire le magnétisme sportif ailleurs, pas au littoral. Le numéro 7, Guillaume Yaté Red. Le numéro 8, Djoubissi. Les contestataires qui ont même menacé d'enlever toute la matérialisation autour de cette piscine semi-olympique de Bassa. Écoutons à présent Emmanuel Noubèche, qui était l'organisateur principal de cette grande journée de clôture de saison sportive organisée par la Fédération camerounaise de natation et de sauvetage à Douala. Sont très très bonnes pour commencer, mais je déplore une situation, c'est que dans le sport, il y a toute catégorie de personnes. Nous avons vécu très malheureusement une scène tout à fait regrettable tout à l'heure, qui concerne des personnes qui sont non seulement imbues d'ambition, que Dieu m'excuse, de manque d'éducation, de manque de fair play et d'irresponsabilité sportive, qui permettent avec des gens qui ne sont ni membres d'une ligue régionale, ni membres de la fédération, se comportent au point où ils viennent annuler une compétition nationale devant les hautes autorités de la République. Il y a un responsable qui représente le ministre des Sports, il y a un maire d'une commune d'arrondissement de la zone, il y a d'autres personnalités ici, il y a les directeurs généraux qui ont bien voulu venir nous soutenir à l'endroit de tous les Camerounais pour aider les nageurs camerounais à aller de l'avant. Maintenant, compte tenu des problèmes sordides, je vous dis, des problèmes sordides qui sont liés à la veille de la prochaine Assemblée générale élective, en quête de chercher des postes, se permet de vouloir saboter le président de la fédération qui me demande un coup de main parce que moi je suis un ancien président de cette fédération. La
Campagne électorale, la natation dans les eaux troubles, dans les différentes régions, les régions phares, notamment la région du littoral. Cette fédération camerounaise de natation qui porte le deuil à la suite du décès de son président Mahmouda Ali. Toutes nos condoléances aux amateurs et autres licenciés de cette fédération. Le volleyball, 9 nations au Cameroun. Le Cameroun qui abrite le championnat d'Afrique dames de volleyball qui démarre demain samedi au Palais polyvalent des sports de Yaoundé-Ouarda. Après le tirage au sort, le Cameroun est logé dans le groupe A en compagnie de l'Algérie, du Botswana et de l'Égypte. 4 pays dans la poule A. Dans la poule B, on retrouve la Tunisie, le Kenya, RD Congo, Sénégal et Nigeria. 5 pays dans cette poule A. Dans cette poule B, le Cameroun qui va ouvrir le bal de cette compétition majeure ce samedi au Palais polyvalent des sports de Yaoundé-Ouarda sera contre le Botswana. Jean-René Akono et ses filles ont l'obligation cette fois-ci de conserver ce bien à la maison. L'équipe nationale du Cameroun de volleyball Clément Zeko, Vassilius, Casimir Manguèche est désormais dans le cercle des grandes nations du volleyball. Chez les dames, le Cameroun a l'obligation de tenir son rang, de respecter son standing à la maison Clément Zeko. Oui, effectivement, le malheur, entre guillemets, que nous avons au moment, c'est que le Cameroun est organisateur de la compétition. Et vu les progrès, parce qu'il faut dire que le volleyball féminin a réalisé d'énormes progrès, vu les progrès réalisés, il serait de bon ton pour ces jeunes filles-là de pouvoir dicter la loi à domicile et maintenant prendre la première place pour pouvoir remonter à l'échiquier continental, véritablement. Et puis, ce n'est pas le potentiel qui nous manque, il y a tout le potentiel et même la préparation. On peut déjà se féliciter que ce groupe-là soit allé au Brésil pour la première partie de la mise au vert. Pour se frotter à la réalité de la haute compétition. On peut se féliciter de ce que dans un passé assez récent, avant d'aller au Brésil, cette équipe s'est regroupée à Yaoundé pendant une très bonne période. Donc il faut dire le Cameroun est sur la voie du progrès. Maintenant, il faut continuer à réaliser le progrès. Pour réaliser le progrès, il faut être capable de battre les adversaires qui vont s'inscrire sur ce chemin-là. Et je ne pense pas que l'Algérie, le Botswana et même soient des obstacles insurmontables. C'est vrai qu'il faut respecter un adversaire, quel qu'il soit, mais maintenant, il faut pouvoir s'appuyer sur sa propre force pour pouvoir réaliser une performance. Et je pense que réellement, il y a une force qui se dégage du groupe Cameroun. Et de cette force-là, j'ose croire qu'on pourra bâtir et pouvoir cueillir les lauriers que nous convoitons aujourd'hui avec cette équipe. Et il y a un certain dynamisme au sein de ce vestiaire des Lions notables du volleyball Vassilius. Les adversaires redoutables du Cameroun, le Kenya, la Tunisie sont logés dans le groupe B. Pour les observateurs et autres experts du volleyball, c'est mise à bouche cette première partie, notamment contre le Botswana ou encore face à l'Algérie et l'Égypte. Oui, disons que le Botswana est à notre portée. Et pour une entente, il faut absolument gagner parce que derrière, il y a quand même 2 autres géants que sont l'Algérie et l'Égypte. Donc c'est un groupe assez difficile, assez serré. Mais on a les possibilités de s'en sortir avant de voir que fera la Tunisie, le Nigeria devant la RD Congo, le Sénégal. Quel pourra être le classement de ce côté-là. Mais toujours est-il dit que lorsqu'on organise une compétition comme celle-ci, où on s'est très bien préparé, on se souvient que le Palais des Sports, tous ces derniers temps de compétition que nous organisons, nous a toujours souri. On a toujours réussi à arriver, n'est-ce pas, au podium. Donc, il n'est pas exclu, avec la préparation de ces filles, cette nouvelle cuvée, véritablement de voir une fois de plus le volleyball camerounais continuer à rester ici au niveau des dames. On sait qu'au niveau des messieurs, c'est une discipline qui, par le passé, nous avait ici au toit de l'Afrique. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de nostalgie qu'on continue encore à penser, n'est-ce pas, à cette cuvée d'or que nous avons connue. Mais toujours est-il dit qu'avec le travail, avec les compétitions, l'espoir peut toujours arriver et elle peut s'insurger dans la continuité. Donc, nous les souhaitons un bon début de compétition, nous les souhaitons bonne chance. Allez, la World Grand Prix du côté de Yaoundé n'avait pas souri aux Lions indomptables. Jean-René Akono, cette fois-ci, ses filles devraient rectifier le tir et convaincre ce public du Papouasie. Je voudrais faire très attention à votre match, parce qu'il s'agit du volley. Je ne sais pas si je serai capable dans votre réception d'intercepter ce ballon, mais je voudrais quand même signifier quelques dangers
qui semble passer inaperçue. L'une des grosses erreurs de l'organisation du sport au Cameroun, c'est que nous avons toujours pensé qu'en allant faire des préparations hors de l'Afrique, nous sommes bien partis. Malheureusement, quand nous revenons, nous avons en face des équipes qui n'ont aucun profil de ce que nous avons fait en préparation. Par exemple, le Brésil, on ne trouvera aucune confrontation égale à celle que nous avons en mode de préparation au Brésil. Il faudra repenser notre mode de préparation, c'est-à-dire se rapprocher des oppositions qui ont un profil proche des prochains adversaires. C'est-à-dire que si nous voulons jouer le Mali, il est normal de préparer des matchs de préparation avec, par exemple, le Togo. Donc, cette histoire en football, en volley, en basket, qu'on a toujours se préparé en dehors de l'environnement, parce que ce qui peut être favorable, c'est l'environnement, parce qu'on ne mangera pas du haricot séché là-bas, on mangera du très bon pain. Il y a du bon haricot au Brésil. Voilà, par exemple. Mais maintenant, le fond, c'est quoi? Est-ce que l'athlète que la Camerounaise va rencontrer demain est cet athlète que la Camerounaise a rencontré au Brésil? Donc, je crois qu'il faut repenser un peu le modèle de préparation en football, dans tous les domaines. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que le public camerounais n'a jamais été cultivé par rapport à une compétition. On n'a jamais rien préparé. Et je vais vous rappeler quelque chose qui vous a échappé. On fait un tirage, vous ne savez pas l'adversaire que vous allez rencontrer, mais 24 heures après, vous devez rencontrer cet adversaire que vous n'avez aucune idée de cet adversaire. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de manquements, mais ce qui revient en esprit, c'est que le Cameroun semble être dans un autre monde, c'est le phénomène des surprises. Vous allez voir cette équipe qui va se surpasser parce que les athlètes camerounais, c'est ce qu'ils ont de fort, la capacité à pouvoir transcender les situations qui se posent. Mais ça nous rattrape parce que c'est souvent de façon éphémère. Allez, le kick-off de cette compétition, le championnat d'Afrique dames de volleyball, c'est ce samedi au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Le Cameroun démarre la compétition contre le Botswana. Allez soutenir, encourager Jean-René Akono et ses filles au Palais Polyvalent des Sports. Le Cameroun est sur un autre front, cette fois-ci le championnat d'Afrique de Nambudo. Le Cameroun est double détenteur de trophées. Le Cameroun qui a occupé la première marche du podium lors de la première édition, c'était à Abidjan en Côte d'Ivoire. La deuxième édition du côté de Yaoundé au Palais Polyvalent des Sports. En marge de cette compétition, la Confédération africaine de Nambudo, qui est présidée par notre compatriote Maître François Bassi, a tenu également son assemblée générale. Ce vendredi, c'était dans la salle de réunion du Palais des Sports de Trècheville à Abidjan en Côte d'Ivoire. On peut apprécier la participation des membres des différentes fédérations de Nambudo d'Afrique. Maître François Bassi, qui préside cette réunion, va également booster le moral des Lions et des Lions notables de Nambudo pour que le Cameroun puisse véritablement se maintenir au sommet de cette discipline sportive. Le Cameroun qui a déjà eu à apprécier les tatamis bien installés dans la grande salle, le gymnase du Palais des Sports de Trècheville, qui sera le théâtre de cet événement, la compétition qui démarre ce samedi aussi, le 3e championnat d'Afrique de Nambudo. On le rappelle, le Cameroun est double vainqueur de ce championnat d'Afrique de Nambudo. Quittons les tatamis de Nambudo pour parler du handball. Le handball, après les finales de la Coupe du Cameroun, place aux playoffs. Les playoffs qui ont démarré hier à Yaoundé. Les demi-finalistes sont déjà connus. Chez les dames d'abord. En dames, la première demi-finale va opposer FAP à TKC de Yaoundé. Ce sera un véritable duel entre FAP et TKC handball de Yaoundé. Et France contre Dynamique de Bokito. Une autre belle affiche de demi-finale chez les dames. Et en monsieur, Munu Duc de Tchan, qui fait son comeback dans le dernier carré de la Coupe du Cameroun de handball. La dernière demi-finale en monsieur, FAP de Yaoundé, France Fondation André Zico. On est fixé sur ces affiches de cette finale, de la demi-finale de la Coupe du Cameroun de handball. Les demi-finales programmées ce samedi au complexe La Concorde du côté de Yaoundé. On sera fixé sur les affiches des finales en dames et messieurs de la saison sportive. En play-off, à l'issue des play-offs, les meilleurs seront sacrés champions du Cameroun. Allez, merci. Nous allons refermer cette page réservée au sport 10 mineurs pour parler cette
fois-ci du football. Le championnat d'élite, le dernier round de la saison sportive qui a été remporté par Football Club de Baham, qui avait cette concurrence, une véritable concurrence féroce d'un fauve, le fauve d'Undé, la panthère sportive d'Undé. Mais ce round a été remporté par le club du Rocher Sacré de Baham, qui a réussi à gagner ce pari en déplacement sur le Bouddha à l'Arena Stadium face aux Abakoa Boys de PWD de Bamenda, 2-0. Retour sur cet événement qui était très attendu dans le département d'Undé par le prince Jérôme Narcisse Obze. 2-0, c'est le retard de la confrontation opposant Football Club de Baham à PWD Bamenda, comptant pour la 34e et dernière journée de l'élite tour disputée au stade MTN Arena de Bouddha jeudi dernier. Les forces de maintien de l'ordre ont également fait le déplacement, ceci au regard des enjeux d'une dernière rencontre qui ouvre la voie à Football Club de Baham pour l'élite 1. Ce qui a fait la force pour nous, c'est d'abord l'accent sur le pressing haut et l'envie de la qualification parce qu'il a absolument gagné. Alors, Football de Baham, 2 ans après en Ligue 1, quel bilan faites-vous de la saison côté Football de Baham? Bon, le bilan que moi je veux faire, c'est le bilan est positif. L'année passée, on a échappé seulement 2 minutes et cette année, on est remonté. Donc mon bilan est positif. Ici, les dirigeants du Football Club de Baham n'ont lésiné sur aucun moyen, comme le précise si bien son entraîneur principal, Augustin Choupo. Je manque de mots parce que arriver à Fofu à cette journée de la fin du championnat, c'était d'abord, comme disaient mes camarades, n'est-ce pas, un gros risque, c'est-à-dire une mission kamikaze. Et je profite de l'occasion pour remercier la collaboration de mes collaborateurs, particulièrement Emmanuel, Wimbe, qui a été mon collaborateur, le médecin. Parce que sans eux, je n'aurais pas fait de debout. Parce que venir à une équipe, à moins 7 journées de la fin, vraiment, il faut que les collaborateurs vous acceptent, même si vous êtes Mourinho, si ça ne marche pas, vous ne pouvez pas. Donc je profite de l'occasion pour remercier. Alors, quel langage vous avez tenu concrètement vos joueurs pour ce match? Non, pour ce match, vous savez, quand vous devez jouer un match contre une équipe pareille, vous observez, vous envoyez des gens questionner sur le plan entre. Et je l'ai vu en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, le seul mot d'ordre, c'était de faire un pressing que nous avons commencé dans les entraînements. Vous avez vu, nous les avons pressés dans leur camp. Et nous étions sûrs qu'en pressant, ils devaient lâcher. Les nombreux supporters et sympathisants du club mythique des Hauts Plateaux étaient également de la partie. Ouais, beaucoup pour nous, c'est une équipe qui a toujours fait ses mal. Malgré l'incident qu'ils ont eu dans les années antérieures, ils retrouvent l'élite. Donc ce n'est que satisfaction. Au détriment de la panthère sportive d'Undé, qui attendait impatiemment un faux pas de Football Club de Baham, pour lui ravir la vedette, c'est finalement l'épaulé d'Augustin Choupo qui décroche le ticket pour l'élite 1. La joie des joueurs et supporters de Football Club de Baham qui contraste avec cette grosse déception de la panthère sportive d'Undé Zumanto. Une victoire de Football Club de Baham sur le terrain de PWD de Bamenda qui laisse un goût amer chez le Fauve d'Undé. Et Célestine Cortez Kecha qui n'est pas allé du coup de la cuillère pour tasser cette fois-ci la LFPC, les organisateurs du championnat professionnel. Jean-Paul Chugnat était l'un des acteurs de cette 34e et dernière journée à l'Arena Stadium de Bouddha. Voici son reportage. D'une 34e et dernière journée à suspense, Fofu de Baham retrouve la Ligue 1 après 2 saisons dans l'enfer de la 2e division. Et c'est à 1 micron que l'équipe de la Grotte Sacrée devance la panthère sportive d'Undé au classement général en battant 2-0 PWD de Bamenda à l'Arena Stadium de Bouddha. Arrivé en sapeur-pompier à cette journée de la fin du championnat de Ligue 2, le coach Choupo et ses poulains ont su tenir la dragée haute pour arracher le 3e ticket d'accession à 58 points devant Zumento Dundé 57 points. Venir en ce moment et réussir, ce n'est pas seulement votre force dans ce moment, c'était un gros risque. Venir à moins 7 journées de championnat, comme disait un collègue, c'était une mission kamikaze. Ce n'était pas évident dès le départ. Mais j'y ai cru, j'ai remercié au Seigneur et je pense qu'aujourd'hui, les mots me dépassent pour pouvoir savourer cette joie. La présence de Célestine Kecha Cortez, membre du Fauve d'Undé, n'a nullement laissé indifférents les supporters de Fovu
Le Panthère qui joue à Bouddha. C'est terrible. C'est terrible. Avec tout l'argent là, on devait faire Panthère. Panthère devait monter depuis. C'est pas des journées qu'on va venir manager un match comme ça là, à la dernière minute. Les Baham ne sont pas là, je vous en prie. C'est les hommes. Très courroucé de son côté à la fin de la rencontre, la mère des bébés Zui déplore les mobiles cachés du report d'un match qui aurait pu se dérouler simultanément que celui de la Panthère d'Undé face à la Dynamo de Douala. On aurait pu jouer samedi ensemble, Yossa a joué, à Bamenda, il n'y a pas eu de problème. Là, vous avez joué ici et vous avez vu, c'est flagrant. C'est flagrant. C'est flagrant. C'est les meilleurs qui gagnent, c'est pas ce genre de marchandage. Madame Coutès. Avec 15 victoires, 13 nuls, 6 défaites, 42 buts marqués et 27 concédés pour 58 points, Fovu de Baham est donc de retour dans le concert de la Ligue 1. Troisième derrière AS Fortuna et FC Yaoundé 2, 60 points chacun. Supplanté à un cheveu, Panthère d'Undé, malgré un fulgurant sprint dans la course pour la montée en Ligue 1, devra encore mieux se préparer pour se faire une place au milieu des 3 relégués de taille, Canon de Yaoundé, Racine de Bafoussam et Lion blessé de Foutouni. Pour le moins d'effets marquants en Ligue 2, Douala Athlétique 2000, Botafogo de Douala et Panthère Security de Garoua évolueront en division régionale la prochaine saison sportive. Merci à nos équipes de la région du Soleil couchant qui n'ont rien loupé de cette 34e journée partielle du championnat des détours. Le Prince Jérôme Nassis, la Voix de l'Ouest, Jean-Paul Chugnat et le Regard de l'Ouest, Dallas Bertel Tchana. Un retour de Football Club de Baham en Elite One, Vassilius, une équipe de revanchards ou alors la détermination de cette équipe de haut plateau de reprendre sa place dans le cercle de la première division. La détermination, il faut le dire, ça a été un championnat âprement disputé. Ça n'a pas été facile. Au cours du championnat, Fovu est parfois entré dans le trio. Et puis il en est ressorti. Donc c'était très très disputé. Il y a des équipes comme Avion qui sont sorties pour ne plus y revenir. Donc le sprint final a décidé, n'est-ce pas, des 3 plénipotentiaires qui devaient rejoindre l'élite. Donc c'est un parcours de combattants, de conviction, de détermination, de volonté, d'envie. Parce que véritablement, jusqu'à la dernière journée, Fovu n'était pas sûr d'être, n'est-ce pas, en Ligue 1. Bon, c'est arrivé, je pense qu'il doit pouvoir le savourer. Et de l'autre côté également, c'est une équipe qui retrouve un championnat bien connu. L'année dernière, ça a été très difficile. Une fois de plus, ils l'ont manqué à la phase retour, mais je crois qu'ils ont su tirer les leçons pour capitaliser cette saison. Bravo à toute l'équipe, bravo à tous ceux qui ont contribué au retour de cette équipe, bravo également au coach Oupé. Allez, à un moment, certains supporters avaient perdu l'espoir d'un retour en Elite One de Football Club de Baham, dégringolade, puis remontée spectaculaire. Il y a une prise de conscience, Casimir Manguet. Je ne sais pas si on va parler de prise de conscience. Je crois qu'il y a aussi... J'aime pas le dire parce que le football, c'est pas un jeu du hasard. Il y a quand même qu'autour de cette équipe, il y avait des personnes qui s'étaient personnellement impliquées, permettez-moi la tautologie, des personnes qui savaient ce qu'elles voulaient. Je crois que les structures comme Fovu de Baham devaient servir d'exemple aux autres parce qu'autour de cette équipe, moi qui ai passé beaucoup de temps à l'Ouest, j'ai eu le temps de bien les comprendre. Quelqu'un l'a dit sur ce plateau, ils ont tiré les leçons sur les contre-performances antérieures, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand j'entends les gens venir dénoncer la Ligue à la fin de la saison, alors qu'on aurait pu dénoncer certaines incohérences, pas au début et en mi-chemin de la saison. Donc, moi je crois que Fovu a réussi à tirer les leçons à partir de ses contre-performances. Aujourd'hui, c'est une place méritée. Football Club de Baham qui vient ainsi coiffer au pilori la Panthère Sportive Unité. On va saluer notamment la compétitivité, surtout dans le dernier virage de cette compétition, le suspense qui a été entretenu jusqu'à la 34e journée de Clément Zeko. Oui, en enlevant la 34e journée elle-même, parce que le suspense de la 34e journée a été édulcoré par le simple fait que Panthère ait joué avant que Fovu ne joue. Mais simplement, il faut aussi relever qu'effectivement, ce championnat a été tellement disputé qu'en son début, les équipes qui avaient pris les devants
Je pense à Avion, je pense à Bamboulette, je pense à un certain nombre de clubs qui avaient pris les devants. Renaissance de Moumou. Ont perdu le souffle chemin faisant. Et puis, ceux qui sont sur la fin, Yaoundé 2, Fortuna et même Fovu de Baham, effectivement, à la phase aller, n'avaient pas donné le visage qui devait permettre de voir qu'effectivement, ils devaient revenir. Maintenant, il faut un peu applaudir la remontée à la limite spectaculaire de la Panthère, parce que la Panthère était engluée dans le ventre mou et sur un sursaut d'orgueil a réussi quand même à enchaîner un certain nombre de bons résultats qui ont permis que cette équipe se mette dans la bonne direction. Malheureusement pour elle, sur la fin, il faut vous réussir à lui d'amener le pion au sprint final. Donc, c'est un championnat pour moi qui s'est bien disputé. On peut se plaindre des couacs et des ceci et cela, oui c'est vrai, parce que bon, les œuvres humaines, elles ne sont pas parfaites, il y a des contingences, on a par moment fait avec ces contingences-là pour se rendre compte effectivement que en voulant faire avec les contingences, on s'écarte de la norme. Maintenant, le souci que nous avons et le souhait que nous émettons pour dire à l'organisatrice, la LFC, de vraiment asseoir sa compétition sur du stable et régulier. Parce que très souvent, ça fluctue. Et quand ça flucue là, les résultats à la fin ne sont véritablement pas ce à quoi on se serait attendu. Allez, Francis Elimiche, le retour d'une équipe comme Football Club de Baham en Elite One va davantage animer la compétition. On sait qu'il y a des cadors de certains clubs de tradition. C'est une équipe qui a subi une certaine injustice il y a 2 saisons sportives, mais qui fait son combat aujourd'hui. Certainement, certainement. C'est vrai qu'elle a passé des moments très difficiles, surtout lors de sa décision, lors de la décision qu'il a menée dans la descente aux enfers. Mais bon, c'est une équipe qui avait des joueurs de qualité, notamment un que je connais très bien, Roméo Bellet, qui a fini deuxième meilleur buteur de championnat de Ligue 2. Et je pense que la montée de Fovu Club de Baham ne me surprend pas. Je m'attendais à ça, parce qu'avec des joueurs comme celui-là, vraiment, on s'attendait à une montée. Une des cartes précieuses qui a été tirée par l'équipe de Football Club de Baham, mais à côté des regrets du côté de la Panthère Sportive Lundé qui a connu, on va dire, l'entame de la saison sportive n'était pas en fanfare. On a traîné un peu les pas, on allait à pas de tortue, ça jouait un sacré coup à la fin de la saison. Oui, et je pense que c'est ce que la Panthère doit pouvoir regretter aujourd'hui, parce que cette Panthère-là a très timidement commencé. Ça a été lent à partir. C'était un véritable moteur diesel. Un allumage raté. Un véritable moteur diesel. Ça a pris du temps. Et nous savons tous que ça a toujours été au centre de multiples querelles. Et jusqu'au moment où les oiseaux de mauvais augure, il faut les appeler comme ça aujourd'hui, parce qu'il y en a qui ont laissé la barque tomber. Et c'est en laissant cette barque tomber que ceux qui ont eu la foi. Là, il faut saluer Calvin Diapa pour tout ce qu'il a pu faire pour cette équipe-là. Il a été teigneux, malgré tout ce qu'on a pu dire et faire, on se rend compte qu'il a été teigneux. Et je pense qu'aujourd'hui, la Panthère, s'il y a quelque chose à reprocher, c'est véritablement à la Panthère. Mais maintenant, à côté, Fovu Club de Baham, sportivement, il y a une petite réparation, même si c'est sur le tard, il y a une petite réparation. Nous savons que le Fovu a même esté jusqu'au tribunal de sport, mais le verdict rendu n'était pas de nature à réinstaller ce Fovu dans ses droits. Et pour finir, Fovu, de la force de sa prestation, a réussi comme ça de revenir. Je pense que c'est de bon ton. Mais maintenant, il faudra que ce Fovu qui revienne définitivement pour s'installer véritablement dans le chéquier du football, parce que c'est une équipe qui, à la limite, a quelques sous-bassements en termes de moyens et d'organisation, et qu'il faut pouvoir rentabiliser. Il faut vous bénéficier de beaucoup de choses que bien d'autres n'en ont pas. Comme le disait tantôt, une équipe comme Fetche a une bonne assise. Mais maintenant, il y a un détail dans le fond qu'il faut pouvoir régler. Et c'est ce détail dans le fond qu'il va falloir le faire. Allez, oui, Casimir. J'ai beaucoup de regrets pour cette équipe de la Panthère, parce qu'en 2008, je faisais partie de ceux qui allaient à la finale de la Coupe du Cameroun. Nous éliminions le Canon 4 buts à 0.
Mon regret, c'est parce que c'est une équipe populaire. Malheureusement, les équipes populaires se font rattraper aujourd'hui par leur incohérence, leur bataille futile, leur manque de projet. Et ça devait plutôt servir aux uns aux autres. Tous ceux qui passeront par ces procédures malheureuses paieront toujours les pots. Donc aujourd'hui, Panthère ne peut s'en prendre qu'à elle-même parce qu'il est quand même inacceptable que chaque fois qu'une saison finit, qu'on soit en larmes parce qu'une équipe populaire est en train de disparaître. Ça, c'est vraiment quand vous arrivez à Banganté, et moi, ce qui me fait le plus mal, c'est ce public de Banganté. C'est un public sportif. C'est un public aussi. Oui, malheureusement, il n'y a pas de gens pour encadrer. Comment pouvez-vous expliquer la grande mobilisation à l'avant et dernière journée? Pourquoi ne l'avoir pas suscité en début de saison, en mi-saison et en fin de saison? Ça, on va le regretter tous les jours, mais il faudra tirer les leçons chaque fois qu'on ne comprendra pas que dans les équipes populaires, il faudra bâtir un projet. Il ne nous restera que nous pour pleurer. Allez, l'ensemble des résultats de cette 34e et dernière journée du championnat de Litou qui s'est joué en 2 temps, ce qui est condamné par les différents acteurs, notamment au sein de la Panthère sportive d'Undé. Cette 34e journée qui s'est jouée d'abord en partiel le samedi dernier et la fin, c'était ce jeudi, sanctionné par la victoire notamment de Fovo Club de Baham sur le terrain de Pidabidi. Ce match qui a été délocalisé de Momenda pour la ville de Bouddha et notamment un duel entre AS et Tomiki qui assure son maintien contre Matelo de Douala. Une victoire de AS Tomiki qui fait du bien à cette équipe de la région du centre. Et un dernier match sanctionné par une victoire de National sur Avion du CAM. On rappelle qu'au classement, voilà, le tableau de ces résultats de la 34e et dernière journée, dans son intégralité, National Avion 1-0, FC Yaoundé 2, 0, TKC 1, Matelo 0, AS et Tomiki 1, Panthère Sécurité de Garoua 0, Renaissance 1, Fortuna 2, Dark 2000 0, Cosmos du MAM, Botafogo 2-1, Dynamo 0, Panthère d'Undish 2, PWD 0, Fovo Club de BAM 2, Université de Ngaoundéré 0 et Bamboulette de Nkambe 3 au classement. Cette fois-ci, le classement à l'issue de cette dernière journée de l'élite, tous les 3 élus pour la première division, FC Yaoundé 2, FC Yaoundé 2 qui s'est accroché à ce fauteuil de leader et se occupe cette fois-ci, c'est à juger la position de champion de cette compétition, l'antichambre de la première division en élite, 60 points pour FC Yaoundé 2. À la deuxième place, AS Fortuna, 60 points également. Troisième, Fovo Club de Baham, 58 points à 1 point. Du quatrième, la Panthère Sportive D, 57 points. Cinquième, Bamboulette de Nkambe, 55 points. Sixième, Renaissance de Goumou, 51 points. Septième, Avion, 50 points. Huitième, Dynamo, 49 points. Neuvième, le Tonnerre Kala Club de Yaoundé, 44 points. Le TKC, qui était menacé, qui a assuré son maintien en élite. Tout, il n'y aura pas de descente en D2 régional pour le TKC. Le TKC qui attend l'arrivée des Mekomonda. Le Kwakum, 10e Université de Ngaoundéré, 42 points. 11e National également, 42 points. 12e Cosmos, 42 points. 13e AS Etomiki, 38 points. 14e Matelo, 36 points. 15e, puis David de Bamenda, 36 points sauvés dans la zone des relégables. 16e, Panthère Sécurité de Garoua, 35 points. 17e, Botafogo de Douala, 34 points. La 18e place occupée par DAC 2000, 30 points. Les infortunés sont connus. Clément Zeko, Vassileuse, Panthère Sécurité, Botafogo, qui a pourtant brillé il y a quelques saisons pour son installation dans le cercle des géants en première division. Malheureusement, c'est la descente en D2 et la descente aussi en D2 pour DAC 2000. Oui, disons que pour DAC, dès la phase retour, on s'est posé beaucoup de questions. Est-ce de l'envie du propriétaire de voir cette équipe revenir en région ou simplement ce fut un problème de management, de coaching, d'envie, de résultats, tout ça dans la mêlée, mais la vérité c'est qu'on a vu une équipe qui n'a pas eu de moyens pour réagir sur le terrain et qui s'est laissé aller jusqu'à la relégation. Du côté de Botafogo, à un moment donné, on a quand même vu ce sursaut-là, parce qu'on a quand même vu des fluctuations au niveau des positions dans le classement. Un coup, on n'est pas relégable, un coup, on est dans la zone de relégable, et on a joué avec ce ping-pong-là sans véritablement trouver l'équilibre pour se maintenir. De ces résultats en dents de scie, on finit par l'emporter. Donc véritablement, on sait que
le fondateur avait cédé la main. Celui qui a repris la main n'a suffisamment pas eu de moyens pour tenir cette bague assez haute, avec aussi la jeunesse des joueurs à un moment donné, de l'encadrement technique aussi. Donc c'est allé avec beaucoup de balbutiements et à la fin c'est ce résultat-là. Ben voilà, c'est une équipe qui va retrouver, n'est-ce pas, la Ligue régionale. C'est avec beaucoup de regrets de voir comme ça que la région du littoral perd 2 équipes au niveau de l'élite. Donc Botafogo qui descend et Douala Athlétique. Ben, il faut féliciter Meki qui, n'est-ce pas, la dernière journée, sur un derby de relégable avec Matelot qui a su tirer son épingle du jeu. Ben, autant ça a été serré au haut du tableau, autant ça a été très difficile au bas du tableau pour le maintien. Ben voilà, je pense que chaque équipe a joué ses chances à fond. Et Botafogo aujourd'hui ne peut que pleurer aux dames, n'est-ce pas, de ses performances durant toute la saison. Allez, Dak 2000 qui nous a fait rêver avec un certain Joseph Ndoko sur le banc de touche comme entraîneur. Cette fois-ci, prend la direction du championnat de D2 régional du littoral. On a fait le point de ce championnat de littoral avec ces 3 heureux élus qui vont prendre la direction de la première division. FC Yaoundé 2, AS Fortuna et Football Club de Baham. Les relégués, Panthère Sécurité de Garoua, Botafogo de Douala et DAC 2000. On a également conclu la saison sportive en Elite One. Le dernier match de El Pacha, l'Aigle Royal d'Aménois, c'était hors de vos bases. Sur le terrain de l'Unisport du Oncam à Bafan. Oui, l'unique but de la partie de l'Unisport du Oncam, le flambeau de l'Ouest qui a remporté ce derby régional. 1-0. Vous êtes resté muet. Vous êtes resté muet dans ce match face à l'Unisport du Oncam à l'extérieur. Le public des supporters de El Pacha croisé les doigts attendait ce 20e, pourquoi pas un 21e, un 22e but qu'il devait faire de Francis Elimbi, le meilleur buteur de la saison sportive. Pourquoi cette hésitation, le silence de l'attaquant dans ce match face à l'Unisport du Oncam? Une préparation n'était pas vraiment concentrée pour faire la différence dans la surface de vérité dans ce match contre l'Unisport du Oncam? Bon, c'est vrai que parlant de silence, ça n'a pas été très facile sur le stade de l'Unisport de Bafang. Après avoir tout tenté, tout essayé, il y a des jours comme ça où on peut tout tenter, tout essayer, mais rien ne marche. Mais bon, j'ai pris ça sportivement, c'est le sport. Il n'y avait pas cette envie de se démarquer au sommet du classement des buteurs? J'ai eu cette envie du plus profond de moi, j'ai eu cette envie, j'ai tout donné. J'ai tout donné de la première à la dernière minute. Mais bon, ce jour-là, le but m'a refusé et je pense que je ne suis sorti que du stade avec des larmes aux yeux et je me suis remis tout après en me disant bon, c'est le sport, je ne veux pas arrêter toute une carrière parce que je n'ai pas marqué pendant un match. Une opportunité d'enlever le soulier d'or est complètement plié. Ouais, c'est plié puisque le championnat lui-même est terminé. On va faire avec, c'est le ballon. On reviendra sur votre saison sportive. Moi, je vais quand même oui, quelque chose. Nous aussi, hein, nous les encadreurs de ces jeunes, nous devons souvent quelquefois nous revoir. Je peux oser le dire. J'ai comme l'impression que ce jeune Elimbi n'a pas été encadré pour passer la barre des 20 buts parce que il faut avoir cette organisation. Moi, je me souviens avoir demandé aux miens de faire tout pour que Franklin... De travailler pour Tchèque. Oui, ça dit que il fallait au moins, ayant perdu la place africaine, il fallait au moins qu'on sorte avec un titre. Et le titre qu'il fallait sortir avec, c'était de permettre de mettre Franklin sur toutes les positions où il pouvait... Donc, il va falloir aussi à un moment qu'on encadre ces jeunes parce que je suis convaincu que si ce discours avait été tenu, je pense qu'il aurait trouvé sa verve et j'ai eu l'occasion de le voir. J'étais allé regarder leur match contre Young Sport à Bamenda. Il est sorti à un moment où je n'imaginais pas qu'il allait sortir. C'est vrai qu'il n'était pas dans sa peau. Mais lorsque vous avez un meilleur buteur dans votre équipe, il faut toujours vous dire qu'à n'importe quel moment, il peut déclencher la cachette. Pour revenir à la préoccupation de Kasmi Manguin, est-ce qu'en interne, certains de vos coéquipiers avaient également cet objectif? Porter l'artificier vers le sommet du classement des buteurs? Bon, difficile de dire. Je pense que c'est très difficile, vraiment, Hervé, c'est très difficile.
Je pense que c'est quelque chose que j'avais causé avec mes coéquipiers dès le départ, qu'ils me soutiennent davantage dans cette fin de saison pour qu'au moins je finisse meilleur buteur. Mais bon, je pense pas, je sais pas s'ils ont bien suivi le message, mais bon, je pense que dans le monde du sport, on ne peut pas toujours satisfaire tout le monde. Et on ne peut pas toujours... À mi-parcours, certains peut-être se sont dit, Elimbi il s'est pris un peu la tête, il s'est comporté en héros de El Pacha. Je ne sais pas si c'est ce que certains se disaient, mais bon, moi, je ne m'attarde pas aux détails. Moi, je voulais juste passer le message pour qu'ensemble, on essaye de sauver cette équipe, déjà qui était en phase de relégation. Donc, je pense que si on travaille encore beaucoup plus ensemble, on devait faire l'affaire. Clément Seko? Oui, moi, je voudrais dire quelque chose, et je vais me répéter, parce que personnellement, je ne suis pas d'accord avec les récompenses individuelles en sport collectif. Parce que, d'une part, ça dénature l'esprit du sport collectif, et d'autre part, ça individualise les situations. On peut être défenseur central et marquer un but, simplement parce que dans la mouvance du jeu, vous vous serez retrouvé à un endroit où il fallait faire l'action de finition, si vous jouez en mouvement et vers l'avant. Maintenant, lorsque vous voulez absolument passer par une récompense individuelle, la peur c'est que celui qu'on veut mettre en exergue, s'il n'a pas suffisamment de hauteur et s'il ne se fond pas suffisamment dans le groupe, va penser que non, le fait de le mettre en exergue démontre que lui, il est au-dessus des autres. Non, en plus. Et à côté, si on prend la récompense individuelle, qu'est-ce que l'aigle, par exemple, gagne quand Elimbi est meilleur buteur? Si l'aigle n'est pas éligible à une place africaine? Rien du tout. Vous prenez une équipe qui a un buteur qui réussit à marquer 15 buts tout seul. Vous prenez une autre équipe où ils sont 4 ou 5, où chacun marque 3 buts, 4 buts, 5 buts. Vous vous rendez compte que la somme des buts marqués par l'ensemble de ces joueurs permet à cette équipe-là de glaner un certain nombre de points et d'être logée à une certaine enceinte. Donc, moi, personnellement, les récompenses individuelles, ballon d'or, soulier d'or, vraiment, ça n'a rien à voir. En sport individuel, ça s'explique correctement, simplement parce que pour porter la ceinture, si vous êtes boxeur, vous prenez les coups et vous les donnez. Vous n'avez pas d'aide à faire. Pour être champion au 100 mètres, c'est vous qui courez du départ à l'arrivée. Vous courez. Maintenant, quand on va dire meilleur buteur, c'est vrai. Il y a des joueurs dont le génie seul peut, à un moment donné, quand tout le monde a bien fait son travail, son adresse permet de finir les actions. Oui, il faut avoir la chance que ce joueur soit à la finition. Parce que dans l'action, il peut se retrouver à l'avant-dernière passe et ne pas être à la zone de la finition. Vous n'allez pas marquer. Pas parce que ce joueur-là n'est pas capable de marquer, mais parce qu'il ne s'est pas retrouvé. Or, il est des moments où, quand on joue en mouvement, le joueur, l'attaquant, doit venir participer à l'action défensive avant de se reprojeter vers l'avant. Maintenant, s'il vient participer à l'action défensive et ne se reprojette pas vers l'avant, il ne sera plus à la finition. Qu'est-ce que je veux dire à la fin? Je veux dire ceci. Les récompenses individuelles dénaturent un peu la compétition et ne servent à aucun moment l'équipe. Si un temps soit peu, la valeur moyenne de l'équipe n'est pas de nature à permettre à cette équipe de se mettre à un certain niveau et que l'action individuelle vient simplement conclure. C'est ce que je veux dire. Casimir brille d'impatience de dire quelque chose. Je vais un peu m'embêter par rapport aux analyses de Clément Seko. Parce qu'on ne va pas créer la route, nous l'avons trouvé. Le football a ses spécificités, le jeu collectif a ses spécificités. J'avais seulement envie de me poser la question de savoir comment est-ce qu'on fait lorsque c'est un gardien qui qualifie une équipe ou fait gagner une finale à une équipe lorsque le gardien a stoppé les pénaltys. Donc, mais je pense que c'est le charme du football. Mais ce n'est pas faux. Hein. Comme c'est un jeu collectif, tout le monde ne pouvant pas être gardien de but, tout le monde ne pouvant pas être attaquant,
Voilà, donc il va falloir à un moment qu'on récompense quand même ceux qui ont donné quelque chose de plus. Même dans une salle de classe, Clément en sait quelque chose. Quand il était à l'INGS, certainement, il y avait un majeur de la promotion. Donc, je crois que les récompenses individuelles ont un sens. Ça motive tout le monde. Mais pour revenir sur le cas du jeune Elimbi, ça c'est un débat important parce que il va falloir, lorsque vous avez un jeune qui s'illustre par certaines qualités, il faut l'accompagner dans ce projet. Oui. Je vous ai pris l'exemple du buteur de Fetche FC, Franklin Tchébemou. Nous sommes arrivés où j'ai rapproché tout le monde pour dire, voilà, nous n'avons pas pu être africains, mais au moins, si dans Fetche, le meilleur buteur de la saison sort dans Fetche, c'est tout Fetche qui gagne. Même si individuellement, la récompense reviendra, mais on parlera toujours de Fetche qui a sorti le meilleur buteur de la saison. Si bien qu'au niveau des coups de pied arrêtés, qui étaient dangereux, on lui donnait les initiatives, par exemple les pénaltys, on lui donnait 80% de possibilités pour augmenter son capital but. D'ailleurs, ces jeunes, ils sont très solidaires lorsqu'il a une récompense de meilleur buteur. Rarement, ils sont allés s'asseoir avec sa sœur dans leur maison. Ils ont une histoire qu'ils appellent la prime de solidarité. Donc, je pense que nous devons d'encadrer ces jeunes. D'ailleurs, quand ils sont meilleurs buteurs, c'est le plaisir de tous les jeunes footballeurs, c'est le plaisir de la localité, tout le monde. Je crois que tous les fils et filles de la Menois seraient en fait aujourd'hui si le jeune était sorti meilleur buteur. D'ailleurs, nous tous ici sur le plateau, nous sommes très embarrassés qu'un jeune plein de talent comme lui n'ait pas eu la chance de gagner ce titre. Ça aurait été formidable. Donc, je pense que lorsque nous avons la chance d'arriver au terme d'une saison avec un garçon qui a du potentiel, nous devons de l'accompagner pour qu'il réalise son rêve. Et il n'a rien perdu, il est co-meilleur buteur. Donc, il n'a rien perdu, Elimbi. Alors, il n'a rien perdu. Tout devrait partir du vestiaire, Vassilus. Une certaine organisation, comme le décrit Casimir Manguet, pour aider ses artificiers ou bien aider chacun à son poste à s'illustrer comme étant le meilleur. Oui, je pense que nous nous lançons là dans un débat alors que les choses sont prédéfinies à l'avance. En tenant simplement compte des dispositifs et des occupations de postes, il est clair que chaque équipe en championnat aimerait voir celui qui occupe le poste de 9 terminer meilleur buteur. Donc c'est une compétition des 9, de tous les 9 d'un championnat. Qu'on prenne des compétitions européennes, Champions League, qu'on prenne la Liga, qu'on prenne le Calcio, la Bundesliga, la Premier League, l'Europa League, qu'on revienne en Afrique, on va se rendre compte que c'est une compétition qui est ouverte. Et en l'occurrence, plusieurs équipes ont une animation qui amène à mettre en valeur ou à ressortir les qualités de l'attaquant. Aujourd'hui, il y a un certain leadership qui veut se créer, par exemple, dans le Paris. Pourtant, il est clair que le leader d'attaque, celui pour qui on joue pour marquer les buts, c'est Cavani. Bon, une exception peut arriver que la ligne d'attaque, lorsque Cavani ne réussit pas, que quelqu'un d'autre réussit, une exception peut arriver que le match est difficile, que la magie vienne d'un coup de pied ou bien un tir lointain et tout. Mais, en tenant compte de l'organisation d'une équipe, il est clair que ce serait une très grande hérésie de dormir et attendre que c'est le libéraux qui est le meilleur buteur d'un championnat. Donc à partir de là, chaque entraîneur travaille pour mettre en valeur. Les animations commencent à l'arrière, évoluent vers le milieu, passent par les côtés pour amener le ballon au point crucial, au point focal. Et c'est celui qui se trouve dans ce point focal là. C'est lui. Et c'est pourquoi à ce poste-là, on cherche l'oiseau rare. Donc on ne peut ne pas primer l'oiseau rare. On ne prime pas l'oiseau rare pour l'équipe, on prime l'oiseau rare dans la chambre du championnat. Parce que chaque équipe a eu à son sein un oiseau rare. Il est de bon ton que l'oiseau qui a été plus rare que les autres se sentent félicités. Et de plus en plus dans les équipes, les 10, les 8, les 7 doivent comprendre que leur travail, c'est amener le ballon au finisseur. D'ailleurs, quand Clément fait le travail d'approche, oui, le travail, ça amène le ballon au finisseur. Il définit toujours
Ou qui doit faire la conclusion? Oui, donc on ne peut pas... Attendez, moi je suis un peu... C'était juste c'était une parenthèse. Juste une seconde. Pour parler de la contribution, de tout le monde pour aboutir à ce sac de meilleurs buteurs. C'est au même titre qu'on parle des meilleurs gardiens d'un championnat. Bientôt nous allons vivre nos awards. On a cité les joueurs. Moi je n'ai pas. On va voir qui a été le meilleur défenseur, le meilleur, ainsi de suite, ainsi de suite. S'il vous plaît, moi j'ai dit ça. Les consécrations individuelles j'ai dit ceci. Au contraire. J'ai dit ceci. On vous a compris, monsieur Zeko. Les récompenses individuelles en sport collectif édulcorent un peu. Aujourd'hui, on fait un football total. C'est-à-dire que tout le monde participe aux différentes phases du jeu. Quand nous n'avons pas le ballon, que font nos attaquants? Ils se mettent dans des dispositifs qui vont nous permettre d'empêcher à l'adversaire d'avancer et de récupérer le ballon. Ça veut dire qu'ils vont dézoner. Ils sont facteurs. Lorsque vous avez dézoné, pour revenir dans votre zone, il faut pouvoir se projeter dans l'action du jeu. Maintenant, il peut se trouver que dans votre retour à votre action de jeu, il y a une action à côté de vous qui exige que vous soyez là pour défendre. Vous n'allez pas aller vous repositionner alors qu'il faut défendre là. Ça veut dire qu'à la zone de finition, vous risquez de ne pas y être. Pourtant, si vous y aviez été, vos qualités d'adresse vous auraient permis de finir. C'est ce que je suis en train de dire. C'est tout ce que on espère que le message est passé. Nous allons conclure la saison sportive en Elite One par ce match, le dernier match du stade municipal du Gaston Guenac de Bafan. Donner la parole à Raymond Kamle. Malheureusement, Raymond Kamle n'a pas été efficace saison sportive. L'année dernière, il était meilleur buteur en Elite 2 au sein de l'Unisport du Onkam, auteur de 2 buts cette saison sportive. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans les souliers de Raymond Kamle cette saison sportive? Nous allons également écouter chez Kinke, qui est coach adjoint de l'Unisport du Onkam, tous au micro de Miamiche et Alain Sitiabafa. Vous savez, dès le début de saison, il y a eu des petits bobos, des problèmes de blessures. C'est vraiment la cause de cette saison. Je suis vraiment déçu moi-même parce que je n'ai pas pu trouver mon talent cette saison à l'Unisport du Onkam. Mais quand cela ne tienne, nous verrons l'an prochain, je vous promets beaucoup de choses. Un sentiment de joie. Vous savez, on a beaucoup bataillé cette saison. C'est le 3e match que nous gagnons à domicile depuis mon arrivée ici à Bafan. Je suis arrivé depuis la 26e journée. Ça, c'est notre 3e match à domicile. Et terminer la saison avec cette victoire, c'est vraiment encourageant déjà pour l'équipe, pour le staff et le reste et les dirigeants. En fait. Moi, je pense que cette victoire va peut-être faire revenir les supporters parce que le nombre de supporters que j'ai connus à mon arrivée n'a pas été celui que j'ai connu il y a 10 ans quand j'étais encore joueur ici à Unisport. Le nombre a baissé. Ouais. Je pense que peut-être avec la victoire d'aujourd'hui, ça va les ramener davantage. Anissé Koun, entraîneur de l'Aigle Royal de la Ménois, parle également de cette fin de saison sportive. Nous l'écoutons. L'Aigle n'est pas relégué jusqu'à présent mathématiquement, donc on attend le retour. Peut-être que c'est cette autre pression venant de la Ligue qui n'a pas permis à l'Aigle de se mouvoir comme d'habitude. Moi je pense que dans un bilan mitigé, il y a vraiment beaucoup de choses qu'il faille revoir sur le plan sportif et sur le plan managérial. Donc moi je pense que on a perdu à l'extérieur la dernière journée, on aurait bien voulu finir par une victoire, malheureusement on n'a pas pu. Non, il y a la Coupe du Cameroun, certainement dans les prochains jours, on va essayer de travailler pour véritablement finir le saison. Koun Anissé, l'entraîneur de l'Aigle Royal de la Ménois, le meilleur buteur du championnat de Ligue 1, Francis Elimbi, sur ce plateau. Messieurs, c'était votre 2e saison sportive au sein de cette équipe de El Pacha, l'oiseau de la Ménois. Après une saison du côté de Bamoutos, vous avez inscrit un but. Un seul but avec Bamoutos de Bouddha, mais cette fois-ci, vous en avez claqué 19 cette saison sportive. À quel moment vous avez cru que vous étiez sur la bonne lancée d'un véritable artificier au sein de l'équipe de El Pacha? Je pense que je me suis rendu compte de cela à la phase retour, puisque j'ai enchaîné avec des buts. Mais bon, si je l'ai fait cette saison, c'est parce que je me suis donné une certaine discipline et je pense que ça a payé en cette fin de saison et je rends grâce à Dieu.
En dehors du travail collectif avec tout le groupe de l'Oiseau de la Ménois, est-ce que l'attaquant, face à son défi, à son challenge personnel, fait un autre travail spécifique? Certainement. Pour être plus fort que les autres, il faut travailler plus que les autres. Et je pense que c'est ça qui a fait ma force, surtout cette saison. C'est quelque chose que j'ai beaucoup cultivé en ce début de saison. Je me suis fixé un objectif, au moins finir avec un titre majeur en fin de saison. Et pour cela, je ne devais pas aller dormir et attendre que cela vienne du ciel. Il fallait sortir chaque jour, il fallait se battre chaque jour, se donner à fond et se donner les moyens déjà pour y arriver. Et je pense que ça a été chose faite. Et bon, je suis juste très content du résultat. Il y a 33 matchs, 19 buts marqués. Quel était véritablement le quota marqué ou alors l'objectif majeur pour le joueur en fin de saison? Est-ce que le joueur s'est fixé un objectif, inscrit 25 buts, 27 buts en début de saison sportive? En fait, le joueur demande toujours plus. Je pense que je suis arrivé à 19, mais j'aurais voulu marquer encore plus, atteindre même la barre de 25. Bon, ce n'est pas arrivé. Je vais pas me plaindre par rapport à ça. Je vais juste être très content pour cette performance. Et je pense que si je suis arrivé, c'est grâce à tout le monde, grâce à mes coéquipiers qui m'ont toujours soutenu, surtout dans les mauvais moments, parce qu'au cours d'une saison, il y a toujours des mauvaises passes. Je pense qu'ils m'ont toujours soutenu, m'ont toujours accompagné dans la douleur et grâce à eux, grâce au staff technique et administratif, j'y suis arrivé. Mais nous qui l'avons quand même vu, hein, moi personnellement, j'ai constaté que c'était un garçon qui savait embarrasser les défenseurs parce qu'il dézonnait régulièrement, il n'avait pas une stabilité. C'est l'un des rares attaquants qui a perturbé les défenses par sa mobilité permanente, sa vitesse d'enchaînement. Et ça a beaucoup embarrassé les défenses parce qu'à un moment, il jouait entre les lignes, à un moment, il allait sur le côté et immédiatement, il revenait à l'intérieur. C'était difficile de le prendre. Et ça l'a amené à beaucoup embarrasser les joueurs. Mais je voudrais déjà rappeler à ces jeunes qui devra faire très attention parce que maintenant, il est à la une, les années à venir. Tous les défenseurs focaliseront une attention particulière. Ça veut dire tout simplement qu'il devra doubler d'efforts. Il a réussi à déjouer tous vos plans entiers. Ah oui, ça c'est clair. Ça c'est clair parce que je me souviens le match que nous faisons avec eux, où il marque à la 94e minute, où il sort de nulle part. Il nous a beaucoup embarrassé dans sa façon de dézonner, de se déplacer, c'est-à-dire entre les lignes. Il est difficile de le prendre en marquage individuel. Et je pense il a aussi bénéficié, je crois, de son staff technique qui lui a donné la liberté d'expression parce que beaucoup d'entraîneurs aujourd'hui ne donnent plus cette liberté d'expression aux jeunes. Et lui, chaque fois, je l'ai vu jouer comme il voulait et ça l'a beaucoup aidé. Il faut remarquer que l'Aigle, en total, a marqué 25 buts. Et Limbi seul marque 19. Ça veut dire qu'en dehors de Limbi, les autres n'ont marqué que 6 buts. Les autres n'ont marqué que 6 buts. En dehors de Limbi qui marque 19, les autres n'ont marqué que 6 buts. Ça pose un problème essentiellement d'animation et d'efficacité devant les buts. Parce que, oui, c'est vrai, Limbi a des qualités individuelles propres. Mais maintenant, à côté, il y a les autres. Qu'est-ce que les autres ont pu faire? Puisque défensivement, l'Aigle a réussi à prendre pratiquement 39 buts. Donc, il y a un problème dans l'animation de l'Aigle. Et je pense qu'à ce niveau-là, il faudra que l'Aigle travaille pour pouvoir changer ou bien recrute dans cet aspect-là pour pouvoir colmater ces différentes brèches. Parce que avoir 25 buts de marqués et 19 buts pour un seul individu, donc 6 buts pour les autres. Aucun attaquant capable de talonner. Le fossé est très grand. Capable de talonner Elimbi pour permettre à l'équipe de. Ça veut dire qu'il y a une Elimbi dépendance dans l'Aigle. Si Elimbi n'est pas là, il y a un souci. Il y a un souci. Et c'est pour ça que je disais que tout à l'heure, si vous basez tout votre jeu sur un individu, dès que cet individu vous manque, tout vous manque. Par contre, si c'est sur l'animation que vous vous êtes focalisé, n'importe qui peut, dans la situation, apporter la solution. Il y a une Elimbi dépendance dans l'Aigle, honnêtement, et il faut pouvoir résoudre ce problème-là.
Allez messieurs, commençons par Kazmi Mangué sur le plan de la gestion de la compétition cette saison sportive qui s'est achevée par le sacre des Disport de la Léquier, la conception des jeux par vos différents collègues, les entraîneurs sur le terrain de ce championnat de Ligue 1. Quelle a été la plus-value? Il faut féliciter les entraîneurs camerounais qui ont beaucoup progressé sur le plan tactique. Il était possible de savoir que Yon Sport, par exemple, était une équipe qui a adopté le style indirect, c'est-à-dire les attaques placées. Il était possible de se rendre compte que Fetché, c'était le style direct, c'est-à-dire que la verticalité du jeu était absolue. Il était possible de voir l'équipe, la première équipe de notre championnat. Donc, je crois que les équipes camerounaises ont progressé sur le plan tactique. Il y avait des équipes qui avaient une bonne préparation de sortie de balle et il y avait des équipes, quand elles étaient en phase offensive, qui pouvaient vous faire mal. Donc, je crois que, grosso modo, les équipes camerounaises ont beaucoup progressé sur le plan tactique, mais sur le plan technique et individuel, je crois qu'il y a des soucis, même comme ce n'est pas, comment dire ça, c'est pas compatible, parce que quand vous avez des déchets sur le plan technique, sur le plan tactique, ça devient difficile. Mais je pense quand même qu'il va falloir que les entraîneurs camerounais essayent encore de s'investir au niveau du perfectionnement technique individuel, parce que les bases n'ont pas. Vous voyez, toutes les équipes camerounaises à l'élite, en dehors peut-être de 2 structures, n'ont pas des catégories inférieures. Donc là où on perfectionne la technique individuelle, il va falloir davantage, et avec l'arrivée des aires de jeu qui ont aussi beaucoup aidé, parce que les aires de jeu ont permis aussi aux équipes de pouvoir se mettre en exergue sur le plan technique. Mais je pense que quand vous regardez les préparations de beaucoup de collègues, il y a, je ne vais pas dire trop peu d'intérêt sur le plan technique individuel. Les gens prennent ça comme un exercice de débarras, mais Clément vous le dira, le travail des techniques individuelles, le perfectionnement technique individuel est fondamental lorsqu'on veut produire du jeu. Et lorsqu'on veut surtout bien maîtriser, bien sécuriser le ballon, il va falloir perfectionner la technique individuelle. Ça devrait tenir compte au niveau des programmations. Et ça, c'est à la base. Je voudrais rebondir sur la qualité technique un peu en deçà de ce qu'on aurait pu attendre. Oui, attendre. Vu le progrès tactique. Pour relever qu'au Cameroun, cette année, on a joué sur pratiquement 3 types de surfaces, pour ne pas dire 4. La première surface, c'est le gazon synthétique. La deuxième, c'est le gazon naturel. La troisième, c'est le sable non stabilisé et même la latérite. Et regardez l'ensemble des équipes. Les équipes se préparent sur la latérite pour aller jouer sur le gazon. Les gens se préparent sur le synthétique pour aller jouer sur le sable. Les gens, ça veut dire que, et vous allez regarder, quand vous êtes attentif, les 20 premières minutes de chaque rencontre, les joueurs cherchent encore leur marque. Et c'est pendant cette période que la qualité technique individuelle se ressort. On voit un certain nombre de déchets. Le temps pour le joueur de s'adapter à l'infrastructure et de voir comment il faut faire. On lance donc cet appel auprès des organisateurs pour véritablement donner aux équipes, à la compétition, les stades sur lesquels on va pouvoir jouer. Si une équipe doit jouer sur le sable, qu'elle s'entraîne sur le sable et joue sur le sable. Si une équipe doit jouer sur le gazon, qu'elle s'entraîne sur le gazon pour jouer sur le gazon. Parce qu'aujourd'hui, on dit que notre niveau est bas. Oui, voilà les raisons fondamentales, de fond, qui permettent de voir qu'effectivement, l'infrastructure, bon, il est vrai que à côté, on va prendre les facteurs humains, la coordination, et ainsi de suite, mais déjà, l'infrastructure sur laquelle ça se passe, il y a un souci. Vassilius, dans l'élaboration du jeu, des entraîneurs, la conception du plan de travail cette saison sportive, quel a été véritablement le point qui a marqué l'observateur? Bon, disons que c'est le collectif, hein, c'est le collectif parce que de toutes les organisations, on a vu rarement un joueur être à la base de l'organisation. Peut-être on a semblé le voir un tout petit peu chez les As avec Simo ou Nguiladjoe de temps en temps, un peu aussi avec APGS, mais dans les autres équipes, c'est le collectif. C'est un collectif très bien huilé, chaque équipe dans son animation, chaque équipe dans son style. Et on a pu voir à travers ce collectif une certaine constance dans les équipes.
La preuve, les équipes qui sont restées à la tête jusqu'à la fin du championnat ont fait montre d'un collectif très bien huilé, très bien régulé aussi. Et derrière, en embuscade, on a vu qu'à un moment donné, une équipe comme Feu s'est bien relevée. Une équipe comme Stade Rennais, qui réellement méritait de finir dans le trio, a eu du mal parce que l'équipe d'APGS a été une équipe beaucoup plus présente. On a également constaté avec Coton qu'après leur élimination au niveau de la compétition africaine, ils ont repris la main et une fois qu'ils se sont installés dans le trio de tête, ils n'ont plus quitté cette place-là. Mais dans l'ensemble, il faut dire que c'est le collectif. Il faut dire que c'est le collectif parce que dans les dispositifs de départ, ce qu'on a pu voir, c'est la flexibilité des dispositifs. On a vu des équipes commencer à un 4-3-3, passer à un 4-5-1 ou à un 4-4-2, sans toutefois faire des remplacements qui devaient témoigner, n'est-ce pas, de ce changement de dispositif-là. Les permutations pendant le match et les substitutions ont montré également que on pouvait passer d'un côté à l'autre ou bien permuter un poste avec un ami dans un poste voisin sans que cela n'influe, n'est-ce pas, sur l'ensemble du jeu. Maintenant, à côté de ce collectif-là, il y a eu des équipes qui ont été homogènes dans leur organisation, des joueurs qui ont été complémentaires. On peut par exemple voir la défense des As, ils ont eu beaucoup de mal en partie en début de saison, mais au fur et à mesure des matchs, ils ont essayé de resserrer les lignes. On a vu une équipe comme l'Union qui a été très inconstante parce que au niveau de la qualité et le turnover de l'ensemble de joueurs n'a pas permis véritablement de voir ce collectif qui a, n'est-ce pas, pris un ascendant sur les autres et l'Union a payé cela. Donc moi je dis ça a été ça. Bambutos sur le plan offensif tout comme Feu avait des grands atouts parce qu'il faut dire que c'est aussi Feu à ce rang là, c'est sur son animation offensive. Ils ont eu de la baraka, des gars qui vont vite et qui sont assez efficaces dans les 20-25 mètres. Ça il faut également le reconnaître. Donc voilà, moi je dis, mais la dominante a été sur le plan collectif. Au niveau des organisations, des animations et des concepts du jeu. Allez, sur le plan des hommes, cette fois-ci, les acteurs sur le terrain, Casmige, est-ce que vous avez l'impression que ces joueurs ont progressé? On avait des cracks sur le terrain de ce championnat de League One? Ah oui, oui. C'est d'ailleurs ce qui me révolte de ne pas les voir en équipe nationale. Hein. On a eu des garçons bourrés de talent, un potentiel extraordinaire. Je pense que dans Edging, on aurait pu prendre un ou deux garçons en sélection nationale. Dans une équipe comme Lyon Sport, APGS, pour ne citer que celle-là, je crois qu'il y a eu du potentiel. D'ailleurs, Rigaud devrait s'en réjouir. C'est pour ça que les A-Prime seront une équipe redoutable, parce que les A-Prime vont puiser dans les équipes locales qui ont produit de très bons joueurs. Je pense que toutes les équipes, même, je vais vous surprendre, même Lyon blessé, je vous assure, j'ai découvert des garçons dans Lyon blessé. J'ai été allé superviser le match contre Bambutos. Ah ben écoutez, il y avait un potentiel fou sur le plan offensif. Il y avait des garçons sur les côtés qui allaient très vite. Il y avait un garçon qui avait un coup de pied phénoménal. D'ailleurs, celui-là, il nous a surpris avec un but à Bafang en nous assommant en deuxième partie. Donc je crois que, grosso modo, sur le plan local, il y a de la qualité maintenant. C'est parce qu'il n'y a pas de projets qui sont invisibles. Clément Zeko, vous avez l'impression qu'il y avait des cracks? Oui, non. Les équipes se tiennent, hein, les équipes se tiennent individuellement. Elles se tiennent parce que quand on regarde la composition des équipes, bon, je ne vais pas revenir sur celles qui ont été déjà citées par Casimir, oui. Mais quand vous prenez une équipe comme Stade Rennais de Melon, vous prenez Unisport, vous prenez UMN, il y a de la qualité. Individuellement, on peut être dans une équipe qui descend, mais être individuellement bon. Et la sélection concerne un individu beaucoup plus que son équipe. C'est vrai que la hauteur de l'équipe, le standard de l'équipe donne une plus-value aux joueurs. Mais il y a des joueurs, et j'aime souvent prendre cet exemple, quand Drogba était à Guingamp, il n'avait pas l'étoffe nécessaire parce qu'il était à Guingamp. Mais une fois qu'il a fait le passage à Marseille, il a commencé à avoir une certaine visibilité et il est allé à Chelsea pour donner ce qu'il a pu donner. Donc un individu peut bien être dans une équipe qui n'est pas suffisamment forte mais avoir de la valeur. On l'a vu, je me souviens autrefois dans les équipes comme l'Aigle de Consommer avant, il y avait les paras qui n'étaient pas
des enfants de cœur, mais étaient à l'Aigle pendant qu'il y avait des grands joueurs, les Mangas et autres dans les autres. Donc, quand on regarde l'ensemble des équipes cette année, il y a individuellement des joueurs qui se sont mis au-dessus de l'eau. Si on avait suffisamment plus de temps, on aurait pu prendre en énumérant équipe par équipe pour donner la plus-value à ceux qui, à leur poste et pour tenir leur place, ont donné vraiment à voir qu'il y avait la qualité. À côté, il y a aussi il y a certains joueurs qui n'ont pas le mérite nécessaire pour être à l'élite. Et ça tire le groupe vers le bas. C'est pour cette raison que moi je pense qu'il faudra revoir même le nombre d'équipes que nous avons en élite. Parce que ce nombre-là dilue la qualité des joueurs dans une mare et ça fait en sorte que ça ne donne pas. Allez, Francis Elimbi, malgré le pourcentage de réussite qui vous a permis de vous positionner aujourd'hui comme meilleur buteur de la saison sportive, 19 réalisations, quel a été le match référence pour vous cette saison sportive, le meilleur match de Francis Elimbi? Le meilleur match, je pense qu'il y en aura deux, celui de contre Coton et contre Astre. Voilà les deux matchs vraiment qui m'ont beaucoup marqué. Dans ce match, l'attaquant, le tueur, s'est éclaté. Ouais. Coton Sport à l'aller à Garoua. Non, au match contre toi à la maison. À la maison, ouais. Où j'ai fait le triplé. Et contre Astre, j'ai fait le doublé où j'ai assuré quasiment le maintien de l'équipe avec mes coéquipiers. Je pense que c'est les deux matchs qui m'ont vraiment le plus marqué. Quelle est la défense qui a fait souffrir l'attaquant? Quelle est la défense qui vous a fait souffrir? La défense qui vous a massacré? Je pense que la défense qui m'a vraiment donné du fil à retordre, c'est celle de Dédine à Yaoundé. Je pense que vraiment, j'avais tout essayé ce jour-là. J'ai compris qu'il y avait des hommes derrière. La boutique était fermée, tout était complètement garé. Garé le bus devant la bus. Oui. Ils avaient garé le bus. Et l'attaquant, malgré toutes ses stratégies, ses déplacements et autres, appels et contre-appels, n'a rien vu. Non. J'ai plus rien fait ce jour-là. L'Oiseau de la Ménoise, sans doute, aujourd'hui, doit vivre une période difficile de tenir son attaquant. Il doit avoir des voix, des sirènes, des sollicitations. On voit bien votre sourire que vous êtes embarrassé. Bon, pour le moment, la saison n'est pas encore terminée. Je suis encore en contrat avec les Rois de la Ménoise et je pense que ce n'est qu'après qu'on verra où je serai pour la saison prochaine. Allez, merci beaucoup, messieurs. Parlons des Lions indomptables pour boucler cette émission. Après l'élimination de la participation à une phase finale de la Russie 2018, la chasse aux coupables est ouverte. Hugo Bross était face à la presse aujourd'hui. C'est un match sans enjeu ce samedi contre les Fennecs d'Algérie. Les deux sélections étant déjà éliminé de cette phase finale, la Coupe du Monde Russie 2018. Kazmi Mangué, est-ce le match, le coach joue-t-il son avenir dans ce match contre les Fennecs d'Algérie? C'est une question embarrassante, mais je pense que je voudrais d'abord revenir sur ce que vous avez dit. Moi, je l'ai toujours rappelé. D'ailleurs, ce matin, au poste national en direct, j'étais en train de répondre à la même préoccupation. Il n'y a jamais de match sans enjeu. Il n'y aura jamais un match de football sans enjeu. Et moi, l'enjeu, par exemple, pour le Cameroun, c'est de redorer son blason. On a une notoriété qu'il faut rattraper. Donc je pense que le match contre l'Algérie ne devait pas être considéré comme un match sans enjeu. Au contraire, il y a également la confiance qu'il faut encore rétablir entre l'équipe nationale du Cameroun et son peuple, entre l'équipe nationale du Cameroun et ses supporters, entre les joueurs et les encadreurs, entre l'administration. Donc, pour moi, c'est toujours un match avec beaucoup d'enjeux où il faudra mettre le maximum de sérieux pour démontrer que le Cameroun est encore debout malgré ses contre-performances. Donc, je ne partage pas l'avis de ceux qui pensent que c'est un match sans enjeu. Allez, messieurs, le futur pourrait s'assombrir pour la section Fagnon qui va rater ce grand rendez-vous mondial l'année prochaine en Russie. Oui, la seule chose qui va nous embêter, c'est que, bon, est vrai, on n'est pas qualifié, on ne sera pas qualifié pour la Coupe du Monde. On sera obligé d'attendre pratiquement 2 ans sans jouer. Sans jouer, alors que nous allons préparer la CAN de 2019. Il va falloir refaire un calendrier pour pouvoir trouver les matchs amicaux et nous mettre en jambe. C'est à ce niveau-là qu'il y a un souci. Si nous avions été là, si on avait la possibilité de nous qualifier
ça nous aurait donné le temps nécessaire de rouler. Et maintenant, du train, donc, ça va avec l'état d'esprit qui règne à l'intérieur de Lyon. Et puis, les sorties très, très malencontreuses du sélectionneur. Je pense que la déliquescence qui se voit au sein de Lyon peut être du fait de son sélectionneur. Il faudra très vite mettre un stop à cet état de choses pour que cette étoffe qui a toujours poussé le joueur, parce que quel que soit le joueur, son souci c'est de jouer dans l'équipe nationale de son pays, quel que soit le joueur, quel que soit le niveau. Il y a des joueurs qui sont superstars, mais qui rêvent de jouer dans leur équipe. Et lorsque ces joueurs-là jouent déjà, et qu'ils rêvent de continuer à jouer, quel que soit le niveau, le joueur qui a un tout petit niveau, entre guillemets, rêve de un jour arriver à l'équipe nationale. Mais maintenant, aujourd'hui, au Cameroun, on assiste à un phénomène tel que les gens sont pratiquement désintéressés. Ce désintérêt est dû à quoi? Parce qu'il y a un problème de management, il y a un problème de courant qui ne passe plus entre le staff et nos responsables du staff et les joueurs. À toutes les sorties, il y a un couac. Les plus forts d'hier, les plus grands d'hier ont été mis de côté. À un moment donné, on a cru que, ok, on met de côté les têtes de tuc pour pouvoir rebâtir un groupe et aller vers l'avant. Les premiers instants ont été chanteurs. Nous avons gagné la Coupe d'Afrique, c'est bien. Mais après, on a comme l'impression que la chasse aux sorcières, même pas les sorcières, la chasse a continué au point d'atteindre à chaque fois, il y a une nouvelle cible. Autrefois, on a pu voir, c'était Alain Niom, après c'est tombé sur Choupo, c'est tombé sur Matip, c'est tombé, c'est Dieu Clinton, c'est tombé. Et puis à chaque jour, aujourd'hui, on parle de Toko Ekambi, demain on parlera. Non, il ne faut pas qu'on continue à saquer les joueurs, les nôtres. Ils ne sont plus au très très haut niveau, mais le peu que nous avons au très très haut niveau, nous avons le devoir de les tenir. Donc, l'ambiance qui prévaut au jour d'aujourd'hui à l'équipe nationale du Cameroun est de nature à saquer tout. Non, il faut stopper. Il faut stopper la saignée le plus tôt possible. Vassilios, le groupe doit retrouver son meilleur niveau déjà ce samedi contre les Fennecs d'Algérie. Oui, mais il faut reconnaître ici que l'état d'esprit n'est pas le même. Et ça cause un problème entre le comportement des joueurs, leur convocation, le managériat de l'équipe, les sorties, n'est-ce pas, au niveau de la communication de l'entraîneur en chef. Ça pose un grand problème. Aujourd'hui, ça va dans tous les sens, dans les chaumières. Pourtant, Casimir a dit quelque chose de fondamental. Il faut rapidement reconstruire cette équipe, la donner un nouvel élan, même si le mot reconstruire, lorsqu'il revient, on pense toujours qu'il suffit, il veut dire toujours tout recommencer. Non, il faut changer de cap. On est conscient du prochain calendrier que nous avons, qui est un calendrier vide, sans grands enjeux. Donc c'est à nous de nous définir nos enjeux, de nous définir nos objectifs. C'est à nous de tenir notre barre pour savoir que nous avons une CAN à domicile. Il faut préparer l'équipe dès maintenant qui ira à la CAN. Simplement parce que lorsque nous allions à la CAN au Gabon, l'objectif n'était pas de la remporter, il faut le dire clairement. C'était au moins d'arriver en quart, cerise sur le gâteau. L'entraîneur, il a gagné. Je pense qu'en gagnant, il a mis la barre très haute. Et le contexte dans lequel on a gagné n'est pas le même que celui dans lequel on est aujourd'hui. C'est une équipe qui avait dos au mur, sur qui tout le monde tirait à boulet rouge. Donc à l'intérieur, même individuellement, les joueurs se sont sentis investis d'un devoir. Ils ont voulu prouver quelque chose. À la sortie de ce qu'ils ont prouvé, la gestion de la suite a été très difficile à entretenir, très difficile à maintenir. Et aujourd'hui, il faut véritablement voir, et c'est le moment de prendre ces décisions-là. Avec quel entraîneur nous allons préparer la CAN, avec quel entraîneur nous irons à la CAN, parce que à l'intérieur, dans le groupe actuel, véritablement, il y a trop de problèmes internes. Si nous devons reconduire l'entraîneur dans la confiance, il faut savoir avec quelles conditions il va y aller, et il faut savoir faire allégeance à tous les autres joueurs qui sont marginalisés aujourd'hui, parce qu'une fois de plus, si on va continuer avec des sujets tels que tout le monde est unanime aujourd'hui, André Onana, il est nominé en Europe pour les meilleurs gardiens en Europe.
pendant qu'à la sélection du Cameroun, il n'a pas le crédit qu'on doit avoir. Ce n'est pas l'entraîneur actuel qui viendra changer ça. Donc, si on veut établir une nouvelle logique, on veut établir une nouvelle donne au niveau de l'équipe, vivement qu'on prenne un nouvel homme fort à la tête de l'équipe, qui donnera la chance à tout le monde et qui va établir une certaine ligne de conduite et qui va intéresser certains tout le monde. joueurs. Voilà, moi je pense que c'est avec ça. Ouvrez les portes. C'est pratiquement la fin de l'émission. Je voudrais vraiment que vous m'accordez ces 30 secondes pour dire qu'il y a quelque chose dans la vie, lorsqu'on l'a perdu, on la récupère plus. La confiance. Cette équipe, souvenez-vous, vous étiez encore très jeune. Lorsque vous étiez présélectionné en équipe nationale du Cameroun, c'était la fête, non seulement dans votre famille, dans votre village, dans votre arrondissement, dans votre département, dans votre région et dans toute la République. Mais au jour d'aujourd'hui, quelqu'un l'a dit ici sur ce plateau, l'équipe nationale du Cameroun donne du dégoût. Personne ne s'y intéresse. La preuve, beaucoup de gars viennent là maintenant dans l'équipe nationale par contre. Donc il y a quelque chose qu'on a perdu, la confiance. Et la confiance, lorsqu'on l'a perdue, quel que soit, vous ne pouvez pas la retrouver. Pour la retrouver, il faut qu'on s'en débarrasse de ce qui peut encore gâcher la prochaine confiance. Messieurs, la cinquième et avant-dernière journée de cette phase des éliminatoires sur le continent, c'est ce week-end, notamment ce match entre le Cameroun et l'Algérie. Les deux nations sont déjà éliminées de cette phase finale de la Coupe du Monde Russie 2018. Pour boucler ce soir, ceux qui ont attribué le 20e but à Daouda Kamilou, il n'en est rien. Ce match entre Yon Sport Academy de Bamenda et Coton Sport de Garoua, c'est bien Sakava Sangoula Moïse Dossa 21 qui inscrit ce deuxième but pour Coton Sport de Garoua et il est félicité par le capitaine du jour qui est Daouda Kamilou. Heureusement, jusqu'ici, la LFPC maintient les deux messieurs à 19 réalisations. Daouda Kamilou, 19 réalisations et Francis Elimi, 19 réalisations également. Donc ce deuxième but a été bel et bien inscrit par l'ancien lion indomptable de Chimone de 17 ans, Sakava Sangoula Moïse. Et le premier but signé Bonyan Fernando. Merci à tous. Merci à Francis Elimi qui a effectué le déplacement de temps pour l'émission ce soir. Bonne continuation et bonne chance pour la suite de votre carrière. Merci Hervé. Et les objectifs? Les objectifs, il faut toujours viser plus haut. Je pense que maintenant, il va falloir regarder plus haut pour pouvoir continuer les échéances de challenge. Pourquoi pas marquer davantage lors du prochain CHAN? On verra bien. Merci Francis Elimi, bonne chance. On va dire merci également à Casimir Manguin, monsieur l'entraîneur de Fetch FC, désormais Paul Anafoot du côté de la région du Soleil Levant. Merci Casimir. Écoutez, c'est un plaisir. Vous savez, ce plateau, je l'ai manqué, il m'a manqué. Et le public aussi, vos téléspectateurs, ils m'ont énormément manqué, mais je suis ravi de les retrouver à nouveau. Je voudrais remercier tout le panel, remercier tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Et vous permettez que je dise bonne nuit à tous ceux qui ont milité pour que je sois à l'Anafoot. Je leur dis merci infiniment. Merci messieurs d'être venus ce soir. Merci également à Vassileuse. Merci Clément Zeko. Madame, messieurs, merci à la maison. Merci de votre fidélité. Si vous êtes à Yaoundé, faites un tour au Palais Polyvalent des Sports. Encouragez les Lions indomptables qui démarrent la compétition majeure, ce championnat d'Afrique de volleyball ce samedi contre le Botswana. C'est à Yaoundé. Excellente soirée à tous. Bonsoir.